Bonjour et bienvenue au podcast The Future is Bilingual, l'avenir est bilingue. Je suis ravie que vous ayez décidé d'écouter cet épisode en français parce que c'est le premier épisode que je vais enregistrer entièrement en français et j'en suis très contente. J'ai cette idée dans ma tête depuis longtemps puisque je fais un podcast qui parle du multilinguisme, mais moi, je crée tout mon contenu en anglais. C'est un peu dommage, donc j'ai parlé un tout petit peu avec Guillaume dans les 2 épisodes avec lui. Guillaume, il est belge et on a parlé un peu dans des langues qu'on a en commun. Mais vraiment, je me suis dit c'est dommage de faire beaucoup de contenu juste en anglais puisque je peux parler français, je pourrais publier des épisodes en français. Donc, on y va, on va essayer ça et j'espère que ça va vous plaire. On verra bien. Alors, juste une petite remarque avant de commencer, je sais que pendant l'épisode, j'utilisais beaucoup le mot prof, alors qu'en français, ce serait plus juste de dire enseignant, puisque prof, c'est vraiment le niveau de la fac, de l'université, il y a les maîtresses, il y a des enseignants, donc je m'excuse, c'est juste le mot qui sortait de ma bouche parce que c'est le mot que moi j'utilise avec mes étudiants. Je dis: «Je suis votre prof de français». Alors, c'est le mot que j'utilisais. Mais s'il y avait d'autres fautes aussi, je m'excuse. Vraiment, je dois avouer que ça faisait un peu étrange d'enregistrer un épisode en français. Mais en fait, ça me plaît beaucoup, donc j'espère que ça va vous plaire aussi. Bon, aujourd'hui, on va parler. C'est un peu bizarre parce que j'ai déjà enregistré un épisode en anglais sur le même sujet. Et maintenant, je voudrais tester l'idée d'enregistrer des épisodes aussi en français, mais les mêmes épisodes, quoi. Donc, je ne vais pas créer un nouveau thème à chaque fois. C'est juste d'avoir l'occasion d'écouter un podcast en français. Alors, c'est un peu à propos parce qu'aujourd'hui, on va parler des profs de langue natifs versus les non natifs. Et maintenant, je suis en train de créer des contenus français, mais moi, je suis non native. Alors, voilà. Je sais que c'est problématique même de parler de natif versus non natif. C'est une réalité. Ça existe dans les publicités, dans les cours, dans les choses. Ça existe partout, cette idée qu'il y a des personnes natives, des personnes non natives. Alors, c'est juste une réalité avec laquelle on vit et on doit faire face à cette idée parce que vraiment, c'est une idée basée dans le monolinguisme. L'idée que quelqu'un a vécu toute sa vie juste avec une langue, quand la réalité pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus intéressant qu'il y a beaucoup de langues, peut-être en arrière, autour, même des personnes qui ont à faire entendre avec ces mots natifs et non natifs. Alors, je vais raconter un peu mes propres réflexions, mes propres idées, pensées sur ce sujet, aussi mes propres expériences en tant qu'apprenante et aussi de prof de langue. Et je vais avouer un petit secret aussi, quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Et aussi, je dois dire que j'ai mené une discussion au Polyglot Gathering en mars de cette année 2023, justement à propos de ce sujet. Donc, j'ai proposé qu'on parle de ce sujet, les profs natifs et non natifs. Alors, je vais vous raconter un peu ce que les autres ont dit à propos de ce sujet qui est très controversé, comme vous pouvez imaginer. Alors, je vais essayer de faire un peu plus vite. Je dois avouer que j'ai enregistré le même épisode en anglais et c'était un peu long parce que j'aime beaucoup parler. Alors, je vais essayer d'être un peu plus concise avec cet épisode en français. Je m'excuse si je parle vite. Moi, je viens du nord des États-Unis, du nord-est, la Nouvelle-Angleterre, et on est connu pour parler vite. Donc ça, c'est juste dans ma nature. C'est pas parce que je veux parler français vite, c'est juste en anglais, en français, il faut que je fasse un effort pour parler plus lentement, plus clairement. Alors, je vais essayer de faire les 2 choses en même temps, d'être concise, mais parler clairement. Ok, bref, comme j'ai dit, je suis américaine. J'ai commencé à apprendre le français quand j'avais à peu près 11 ans et j'apprenais le français toujours avec des profs non natifs. Donc ça,
vraiment, je pense jusqu'au moment où je suis allée en France pour la première fois pour faire un semestre à l'étranger. C'était la première fois que j'ai étudié avec un prof français, comme français de souche, quoi. Et moi, j'ai jamais pensé à ça. C'était juste la norme, c'était juste la réalité. J'ai jamais même pensé, ah, tous mes profs sont pas français. Non, il n'y avait pas de français, quoi. Donc, c'était pas une option. Et j'y ai jamais pensé. Avec l'espagnol, j'ai commencé à l'université. Je voulais commencer plus tôt, mais mes parents étaient comme non, enfin, tu vas être perdu, tu vas confondre parce que le français et l'espagnol sont similaires, machin, machin. Donc, j'ai pas fait et j'ai attendu jusqu'à l'université. Et là-bas, j'ai eu des profs natifs et aussi des profs non natifs. Et ouais, j'ai remarqué quand même la différence parce que déjà, les profs natifs étaient des étudiants de doctorat ou de master d'Espagne, les deux que j'ai eus. Et ils parlaient, bien sûr, avec l'accent espagnol d'Espagne, plus vite. C'était un peu plus difficile que, disons, les profs qui étaient juste non natifs, ça veut dire américains, qui enseignaient toujours aux étudiants américains. Donc, juste la façon de parler, la façon d'enseigner, le fait que les profs non natifs nous comprenaient un peu mieux avec ce qui était un peu plus difficile pour nous, quoi. Le polonais que j'ai étudié depuis longtemps, ça a été toujours avec des natifs, mais même les personnes avec qui je parlais, toujours des natifs. Donc, c'est comme 100% le contraire de mon expérience quand j'avais 11 ans et j'apprenais le français parce que j'étais dans une salle de classe avec que des Américains, une prof américaine, tout le monde américain qui parle français, alors qu'ici, moi, j'étais la seule américaine. Tout le monde d'autre était polonais de Pologne. Donc, c'était complètement le contraire. Et je peux dire que grâce à cette expérience, enfin, je ne sais pas si c'est grâce à cette expérience, mais beaucoup de Polonais m'ont dit ah ton accent il est si bon, tu parles comme une native. Alors je pense, je sais pas exactement. J'ai une théorie que peut-être c'est parce que j'ai écouté que des natifs pendant les premières 4 années, plus tout le temps après. J'ai écouté juste quelques Français qui parlaient polonais quand j'ai fait un semestre de polonais en France. Et c'était une expérience vraiment étrange. Mais je pourrais dire que vraiment, c'était une bonne expérience de parler toujours avec des natifs. Mais c'était dur quand même. C'était dur au début parce que je comprenais rien. Et j'étais la seule qui ne comprenait, qui ne comprenait pas. Donc j'étais hors la conversation très très souvent. Mais c'est une situation commune quand on est entouré de natifs ou entouré des personnes, par exemple, si on va à l'étranger. C'est juste nous qui peut-être est l'étranger qui comprend pas. Donc, ouais, c'est comme ça. Alors, maintenant, je parle avec plus de personnes non natives puisque j'enseigne aussi le polonais maintenant. Mais c'était à la base une langue que j'écoutais juste de la bouche des natifs. Et ça, j'ai jamais eu cette expérience avec ni l'anglais, ni le français, ni l'espagnol. Ok. J'ai appris aussi, j'ai commencé à étudier l'arabe quand j'étais à l'université la dernière année. Ils ont offert pour la première fois aux États-Unis. Donc j'ai fait 1 an là-bas. Et mon prof était du Soudan, mais c'était pas sa langue maternelle. Et après, cette année, quand j'étais en France, j'ai étudié l'arabe comme 1 année à Morlaix, en Bretagne. Il y avait un prof français, un prof non natif. Après, je suis allée à l'université de Rennes et j'ai étudié avec beaucoup de profs, beaucoup de natifs. Comme la moitié était natif et l'autre moitié français, non natif. Donc, moi, vraiment, ça m'a impressionné, ça m'a motivé de voir comment mes profs non natifs parlaient arabe, comprenaient la grammaire. C'était très différent, très exceptionnel parce que le français, l'espagnol, l'anglais sont similaires, mais je sais que l'arabe, c'est comme très loin, c'est très complexe.
et de voir des personnes non natives qui parlent arabe mieux que, enfin, ce sont des profs à l'université, donc c'était juste très impressionnant. Et je ressens ce même sentiment quand j'écoute, je parle avec, par exemple, ma tutrice d'origine marocain, ou je regarde d'autres personnes aux réseaux sociaux comme, waouh, c'est impressionnant, moi je veux parler comme elle. Et ouais, un jour, Inch'Allah, je vais avoir cette expérience. Alors, la dernière langue, c'est, je vais parler de l'italien que j'étudie toute seule. Et donc, je n'ai pas vraiment étudié avec des profs, mais j'écoute beaucoup de podcasts, beaucoup de contenus qui sont faits par des natifs. Donc, on pourrait dire que mes profs sont des natifs. Aussi, je faisais des événements de Duolingo quand c'était une chose. Et des fois, il y avait des profs des autres qui n'étaient pas natifs, mais comme c'était pas un problème parce que on était tous là pour apprendre, pour étudier ensemble. Et bien sûr, il y a des avantages, des désavantages. On va parler de ça dans un petit peu. Mais je peux pas trop en parler parce que l'italien, pour la plupart, j'étudie toute seule. Alors maintenant, je voudrais parler un peu de mes expériences en tant que prof parce que c'est très différent. On peut être étudiant, on peut étudier des langues avec des natifs, des non-natifs, mais c'est complètement autre chose d'être le ou la prof qui donne la leçon, n'est-ce pas? D'être devant les étudiants et vous devez être l'expert. Et donc, parlons un peu, juste je vais dire rapidement, j'enseigne 4 langues en ce moment. Je suis depuis longtemps prof de français, aussi prof d'espagnol et je fais de temps en temps l'anglais aussi, qui est ma langue maternelle. Et récemment, j'ai commencé à enseigner le polonais. Donc, j'enseigne ces 4 langues. Je vais commencer avec l'anglais puisque c'est ma langue maternelle. Et c'est aussi la première expérience que j'ai eue dans une salle de classe. Donc, quand je terminais ma licence, j'étais à Burlington, Vermont, et c'était la première expérience d'être dans une salle de classe avec les apprenants de l'anglais comme langue étrangère. Et après ça, je suis allée en France et j'ai enseigné l'anglais dans les écoles, dans 8 écoles élémentaires en Bretagne. Et j'ai aussi fait un peu de cours particuliers avec des adultes pendant ce temps. Donc, un peu d'expérience avec ces 2 tranches d'âge. J'ai aussi enseigné, pendant juste un semestre, j'ai remplacé quelqu'un dans c'était une école charter school aux États-Unis. Donc, c'était collège et lycée en même temps. Et je travaillais avec juste quelques élèves qui étaient des apprenants d'anglais. Et puis, j'ai aussi fait du travail il y a un programme dans les bibliothèques. Très souvent, c'est gratuit pour les étudiants parce que c'est comme pour les immigrants ou des nouveaux arrivés. Et donc, j'ai fait pendant 1 an et demi, j'enseignais l'anglais là-bas, 1 fois par semaine. Et plus récemment, j'ai fait aussi dans ma petite ville des cours comme ça. Donc, c'est des cours pour des adultes. Alors, ça, c'est mon expérience enseignant l'anglais. Et comme j'ai dit, c'était pas comme de suite, comme j'ai commencé et j'ai pas arrêté. Non, en fait, j'ai fait un peu, j'ai arrêté. J'ai fait encore 2 ans, j'ai arrêté pendant plusieurs années, j'ai repris parce qu'il y avait une opportunité, j'ai arrêté. Et donc, j'ai pas vraiment de spécialisation dans ça. J'ai un certificat, mais je pense que ça date de 2010, donc ça fait très longtemps. Alors, j'ai pas vraiment une formation récente, on peut dire, pour enseigner l'anglais. C'est juste le fait que c'est ma langue maternelle, que je suis prof d'anglais. Bah, c'est aussi le fait que je suis prof de langue, que j'adore les langues, que j'ai une maîtrise d'enseignement, des choses comme ça en pédagogie. Mais bref, je pourrais dire qu'avec le français et l'espagnol, j'enseigne depuis combien de temps? Comme 9 ans, presque sans cesse, juste quelques années parce que j'ai eu mes 2 enfants. Mais sinon, j'enseigne le français depuis longtemps. C'est ma deuxième langue, c'est la langue que je maîtrise le mieux après l'anglais, qui est ma langue maternelle, la langue que j'utilise tous les jours puisque j'habite aux États-Unis. J'enseigne aussi l'espagnol, mais je dirais que je maîtrise moins, moins bien que je parle français.
Et ouais, mais quand même, je pourrais dire que je me sens toujours à l'aise, je me sens toujours bien quand j'enseigne ces 2 langues, surtout, enfin, aux États-Unis, c'est l'expérience que j'ai pas vraiment fait dans les autres, pays. Mais je sais pas, il y a jamais eu de problème, presque jamais eu de problème que je suis pas native. C'est seulement quand je cherchais des emplois, comme si je veux donner des cours particuliers un peu plus, je cherche avec d'autres compagnies. Et des fois, je vois des annonces. Ah, super, je clique, mais quand je descends, je vois que ça requiert d'être natif. Alors, je suis pas natif, je peux pas changer ça. Même si j'atteins le niveau C2, ça va pas changer le fait que je suis pas née en France ou au Québec ou au Cameroun ou n'importe quel pays francophone. Alors, mais bon, bref, je me sens toujours très bien accueillie parce qu'on reconnaît que le français et l'espagnol sont des langues internationales. Il y avait toujours beaucoup de profs et il y a toujours beaucoup de profs non natifs pour ces 2 langues. Donc c'est pas moi, je suis la seule personne qui fait ça, quoi. Mais c'est pas le cas avec le polonais. Comme j'ai mentionné, je donne des cours maintenant, des cours de groupe et des cours particuliers pour le polonais. Et en fait, enfin, j'ai commencé avec mes enfants, c'était mes premiers étudiants, on peut dire, parce que je parlais polonais avec eux depuis leur naissance et que, ouais, c'était difficile, c'était toujours un défi pour moi, puisque mon polonais, c'est pas mon, je parle pas très bien, c'est pas ma langue la plus forte et ouais, c'était toujours un défi, un challenge, mais je continuais parce que je savais que c'était une chose importante. Mais depuis quelques années, 2 années peut-être, j'ai commencé à donner des cours sur Duolingo pour les événements de Duolingo. Et c'est juste, en fait, c'est juste parce que l'enseignement me manquait tellement pendant que je faisais la première année du doctorat au Canada et j'étais étudiante de nouveau, mais je donnais pas de cours. Et tellement ça me manquait d'être devant les personnes, de parler avec eux de langue, de juste d'avoir comme un groupe qui parle des choses comme ça. Je faisais beaucoup d'événements, beaucoup de cours comme ça, d'italien, mais aussi de polonais. Il y avait juste un homme qui donnait des cours de polonais gratuits sur Duolingo Events. Et le niveau, c'était comme intermédiaire, avancé. Alors moi, je pensais toujours comme, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprennent le polonais sur Duolingo, mais qui sont pas au niveau intermédiaire. Ça, c'est difficile. Même cet homme, son événement, c'était très bien géré et tout ça. Il parlait les 2 langues. C'était comme un événement bilingue. Mais quand même, il faut avoir des compétences pour pouvoir participer. Et je pensais toujours, bah, ces personnes qui viennent, qui juste, ils écoutent, mais ils peuvent pas attraper parce que ils peuvent pas comprendre les choses. Ils peuvent pas vraiment apprendre parce que c'est trop loin. C'est juste des personnes qui parlent déjà assez bien pour pouvoir parler. C'est trop haut. Et je me suis dit, peut-être moi, je pourrais donner des cours juste pour les débutants. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis dit, d'accord, je me lance, je vais essayer, je vais tenter ça. Et j'ai commencé gratuitement, comme j'ai dit, tellement ça me manquait. Presque tous les cours, tous les événements de Duolingo étaient gratuits à ce moment. Après, ils ont introduit que tu peux enseigner pour un prix, etc. Ça a devenu un peu comme italki après. Mais je commençais, même j'avais pas, moi je pensais toujours que je suis pas qualifiée, comme je sais pas, je sais pas comment faire, même je pensais que je parle pas assez bien. Mais je me suis dit, je peux faire le niveau débutant, on verra. Je vais au moins essayer. Et mes étudiants me disaient toujours parce que je recevais beaucoup de commentaires. Chaque fois que tu fais un événement sur Duolingo événement, ils envoient un petit sondage aux personnes qui sont venues. Et les personnes peuvent dire oui, c'était bien, ils peuvent écrire des choses ou juste donner des numéros comme 1 sur 5. Mais il y avait beaucoup de personnes qui ont pris le temps d'écrire des choses parce qu'il y avait comme 50 personnes qui venaient chaque semaine. Beaucoup de personnes disaient que ça les aidait, ils comprenaient mieux des choses, que vraiment c'était utile, que j'expliquais bien.
Moi, ils aimaient beaucoup les expériences que je partageais quand moi, je faisais beaucoup de fautes, quand moi, j'ai dit quelque chose que je ne devrais pas dire, comment j'ai appris en faisant des fautes, en trébuchant. Et bref, tout ça, c'est pour dire que vraiment, des fois, il faut tenter des choses, même si on a peur, comme cet épisode. Par exemple, je n'ai jamais fait un épisode en français, mais voilà, je me lance. Je me suis dit, je vais tenter ça, je vais voir qui va écouter, combien de personnes vont écouter cet épisode, et on verra. Enfin, ça ne fait pas de mal d'essayer et de peut-être rater. Je vais peut-être pas avoir du succès avec ça, mais bon, on peut jamais savoir si on n'essaie pas. Et je dois aussi avouer un petit secret. Et je pense, c'est la première fois que je dis ça. J'ai dit aussi dans l'épisode en anglais, mais j'ai jamais offert cette information à quelqu'un parce que ça touche un peu la fierté, quoi. Mais quand j'étais au lycée, j'ai en fait, je prenais, peut-être vous connaissez pas le système, mais il y a un examen. Si tu veux, tu peux suivre un cours qui a le même niveau que l'université. Et ça s'appelle AP. Ça veut dire Advanced Placement ou le placement avancé, quelque chose comme ça. Alors, moi, première année, ça veut dire junior year, j'étais dans la classe de français AP. J'ai pris l'examen et j'ai raté. Raté. J'ai eu 1 sur 5 pour un examen de français. Et c'était un moment de tristesse, bien sûr, de choc. Mais ça m'a aussi dit comme, OK, je connais pas la grammaire parce que c'était un examen. Moi, j'ai terminé le lycée en 2005, alors ça fait longtemps. Et l'examen aux années 2000, le début du siècle, c'était juste un examen de grammaire. Est-ce que tu peux conjuguer le subjonctif? Est-ce que tu peux narrer dans le passé composé, le passé l'imparfait, le passé simple, des choses comme ça, mais vraiment un truc de ouf avec la grammaire. Et j'avais beaucoup de chance, en fait, que ma prof de français au lycée, elle faisait des choses beaucoup plus amusantes pendant le cours. Et elle n'a jamais enseigné pour réussir cet examen. Et tant mieux, parce que j'ai adoré sa classe. J'ai adoré la langue. La classe, c'était la classe la plus amusante. Juste, vraiment, je pense que elle m'a donné cette joie et cette passion pour la langue française. C'était comme le début. Et en fait, je suis toujours en contact avec cette prof. Elle était même ma collègue quand j'enseignais au lycée il y a quelques années. Donc, c'est une personne que j'adore, j'admire beaucoup. Et je suis contente qu'elle n'a pas enseigné juste pour réussir l'examen parce que je pense, si elle avait fait comme ça, si elle avait juste enseigné pour réussir l'examen, peut-être j'aurais détesté le français. J'aurais jamais dit, ah oui, j'aime cette langue, je veux continuer. Non, moi, peut-être j'aurais dit non. Ça, c'était un cours de nul, je déteste. Qui veut parler cette langue stupide? Et qui sait? Ouais, on ne peut pas savoir. Mais elle n'a pas fait ça. Ma vie n'a pas terminé comme ça. Et ça, c'était maintenant, ça fait beaucoup d'années, n'est-ce pas? C'était presque il y a 20 ans. Moi, je peux voir maintenant que rater cet examen, ça ne voulait rien dire. Ouais, enfin, c'était une note que j'ai reçue, mais ok, c'est rien. Je devais prendre plus de cours à la fac parce que si tu réussis l'examen, tu peux recevoir comme 3 crédits, comme un cours. Alors, c'est pas grave. Moi, c'était juste un moment vraiment qui ne veut rien dire, qui n'a rien changé dans ma vie parce que je voulais pas que ça change quelque chose. Moi, j'ai pas laissé ce moment changer ma vie, comme ok, maintenant je vais pas parler français parce que j'ai raté un examen. Non, j'adore cette langue, j'adore la culture, je suis fascinée par ça et j'ai continué. Donc ouais, c'était juste un moment, mais qui ne devait pas gâcher toute la chose pour moi. Alors, maintenant vous savez que en fait, et j'ai dit dans l'épisode en anglais que
moi, je peux voir des fautes maintenant de grammaire. Moi, c'est la chose que je fais pour le travail. C'est aussi la chose que je fais, c'est ma passion. J'adore les langues, j'adore comparer les grammaires, les choses comme ça, le vocabulaire, l'étymologie, toutes les choses qui sont liées avec les langues, j'adore. Et je vois beaucoup de fautes en français, mais aussi en anglais, aussi en espagnol, aussi dans plusieurs langues maintenant, mais vraiment le français et l'anglais sur les réseaux, juste dans les forums, quand on regarde des sites, on voit beaucoup de fautes et bref, c'est pas grave. Ouais, je dis pas, moi, je suis meilleure parce que je vois des fautes. Non, c'est juste que c'est mon travail. C'est ce que je fais, c'est ce que j'aime. Mais ça veut pas dire que les personnes natives qui font des fautes sont plus bêtes. Non, c'est juste, c'est pas important pour eux. Ça ne leur intéresse pas. Donc, ils vont pas faire attention à l'orthographe, des choses comme ça. Mais ça ne veut rien dire. Sur un côté, je pense que oui, c'est important l'orthographe. Et je sais que l'anglais et le français, c'est la galère. Vraiment, parce qu'il y a des lettres muettes en français. Il y a tellement de grammaire, des choses. L'anglais, c'est pas mieux. Vraiment, c'est pas plus facile parce que maintenant que j'enseigne l'anglais, je vois combien c'est difficile, combien c'est complexe, combien ça peut faire galérer des personnes aussi. Mais je dis juste, un examen, un moment difficile, m'a pas gâché ce que je voulais faire avec ma vie. J'ai pas laissé cette chose changer le trajectoire, ce que je voulais dans ma vie. Moi, je voulais aller en France, je voulais étudier le français, même malgré cette note que j'ai reçue. Alors maintenant, discutons ce qui s'est passé pendant le Polyglot Gathering, quand j'ai eu cette discussion avec d'autres polyglottes, parce que c'est vraiment intéressant. Et j'ai appris quelque chose, plusieurs choses en fait. La première chose, c'était qu'il faut jamais, jamais, jamais demander dans une salle ou dans une réunion de Zoom avec beaucoup de polyglottes de se présenter et de parler des langues qu'ils ont déjà apprises parce que, oh mon Dieu, ça a pris trop de temps et maintenant je sais que j'aurais dû juste demander de se présenter dans le chat. Ok, écrivez vite, vous venez d'où, vous parlez quelle langue, da, 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 da. Si vous êtes prof de langue, dites-le nous et puis on va parler du sujet parce que d'abord, je ne savais pas combien de personnes allaient venir. Après, il y avait toujours des personnes qui venaient, qui se rejoignaient, comme oh, ok, maintenant cette personne. Ah, da, da. Et ouais, bon, j'ai appris ma leçon. Je ne vais plus jamais faire ça. Et aussi, je pensais qu'on allait définir comme des avantages clairs, des désavantages très clairs et qu'on va avoir une idée très très claire à la fin. Mais en fait, la discussion était beaucoup plus nuancée, beaucoup plus difficile de résumer vite comme ça. Donc, je vais faire de mon mieux de faire une résumé de ce qu'on a dit. J'ai re-regardé la présentation, la discussion, parce que je voulais juste être sûre de ne pas manquer des choses importantes pour partager avec vous. Alors, juste une petite note, parce que quand on apprend notre première langue, n'est-ce pas, le L1, c'est très différent que quand on apprend la deuxième ou la troisième, etc. C'est pas la même chose. C'est aussi pas la même chose quelqu'un qui grandit dans une situation monolingue, qui parle juste une langue avec les parents, à l'école, avec les amis, etc., dans les magasins, etc., etc., qu'une personne qui a plusieurs langues, deux langues, bilingues, multilingues, depuis la naissance, qui entend plusieurs langues, qui sait dans quelle situation utiliser quelle langue, parce que le cerveau, c'est la même chose se passe pas dans le cerveau. Le cerveau de quelqu'un qui a plusieurs langues a déjà une plasticité, une flexibilité de penser depuis le très jeune âge. Ok, il y a deux systèmes là. Il faut que je fasse comme une organisation de ça. Depuis, on n'est pas conscient de faire ça, mais de reconnaître les deux langues. Après, de tout le temps les comparer, les contraster, de voir les différences. Ah oui, je peux dire assiette ici, mais je dois dire plate ici dans ce contexte, et juste de comparer des choses. Alors, ça, c'est au niveau subconscient. Donc,
c'est pas comme si les personnes pensent à ça, mais ils font ça depuis qu'ils sont jeunes. Donc, il faut dire que vraiment, c'est même pas si clair de juste dire il y a des natifs et des non-natifs, parce qu'il y a des personnes, peut-être, qui sont, ils parlaient, par exemple, l'anglais depuis la naissance, mais aussi une autre langue. Ou bien la première langue, c'était pas l'anglais, mais maintenant l'anglais c'est la langue la plus dominante. Donc c'est pas si facile de juste dire qui est natif, qui n'est pas natif. Ça c'est une idée vraiment basée dans le monolinguisme et c'est un problème. Donc ça c'est la première grande chose qui devrait changer. On devrait reconnaître que le monde n'est pas blanc et noir, il n'y a pas juste natif et non natif, mais il y a plein de personnes qui ont des expériences et c'est un peu plus gris de ce qu'on pense. Ok, je vais quand même tenter de vous donner quelques avantages et désavantages. Alors, je commence avec le prof natif. Alors, il a l'accent et ça, c'est une grande chose qui était mentionnée plusieurs fois parce que l'accent, c'est comme la première chose. La personne te voit et puis il va écouter comment tu parles. Et on fait des jugements assez vite. Comme, cette personne vient de... Même avec la langue, si j'écoute une autre personne qui parle anglais, des fois je dis, oui, tu viens du sud, tu viens de, je sais pas, de l'Angleterre, n'est-ce pas? Donc, on fait des petits jugements parce que les êtres humains, on est comme ça. Et c'est normal. Mais même de dire un accent, il y a plein d'accents. Il n'y a pas juste un accent qui est correct ou standard, mais quand même, il y a toujours cette idée qu'il y en a un. Ouais, comme parler comme un natif. Mais ça veut dire quoi? Natif de quoi? De quel pays? De l'Australie? Des États-Unis? Du Sud? Du Nord? De l'Angleterre? Il y a plein d'accents là-bas. Donc, quel accent est accepté et lequel n'est pas? Ça, c'est une question politique, n'est-ce pas? Alors vous, si vous parlez français, est-ce que c'est le français de France, français d'Afrique, français du Québec, français de d'où? Ouais, donc il y a toutes sortes de français aussi, toutes sortes d'accents. Et il faut reconnaître qu'il y a comme une couche politique en bas de tout ça, comme une chose politique qui joue, même si on n'en est pas conscient, c'est comme, elle est toujours là, la politique, et on ne peut pas éviter, malheureusement. Ok, donc un prof natif, on peut dire, a peut-être l'accent qu'on cherche. Et ce prof a aussi les connaissances, mais quand je dis connaissances, je parle de connaissances comme la confiance, la certitude. Ouais, c'est comme ça. Ouais, je suis sûre et certain, on dit comme ça. Donc, c'est juste, c'est facile. On n'est pas... moi, quand j'enseigne l'anglais, je suis presque tout le temps sûre et certaine. Comme, ouais, c'est comme ça. J'hésite pas. Je dis jamais comme, mais peut-être j'ai tort. Non, j'ai juste la confiance de dire c'est comme ça. Alors que quand j'enseigne le polonais, je suis beaucoup moins certaine. Je dois chercher, je dois dire, oui, peut-être, je pense que c'est comme ça, mais je ne suis pas sûre, alors je vais vérifier. Alors, ça, c'est juste un avantage d'avoir ces connaissances et cette confiance en soi. Alors, le désavantage pour les profs natifs, c'est que tu n'as pas passé par les mêmes étapes que ton étudiant, parce que on va assumer que la langue, c'est ta première langue, ta langue maternelle, alors que tes étudiants parlent déjà une autre langue, donc c'est leur L2, la deuxième ou troisième, etc. langue. Donc, vous n'avez jamais eu l'expérience d'apprendre cette langue comme une langue étrangère. C'est une très grand désavantage, je peux dire, parce que moi, je reconnais en moi-même, quand j'enseigne l'anglais, je ne reconnais pas les problèmes, les choses difficiles. Je ne peux pas comprendre comment un étudiant va voir les mêmes activités que je vois. Et je pourrais aussi dire que un autre désavantage, c'est peut-être vous parlez très bien, vous écrivez très bien, mais vous n'avez peut-être pas les mêmes connaissances de la grammaire, de la structure,
que quelqu'un qui est non natif, qui a étudié cette langue. Parce qu'on a une connaissance de base, mais par exemple, tous les mots grammaticaux pour parler de la grammaire, comme en français, si on parle du passé composé versus l'imparfait, le participe passé, l'accord du participe passé, pour moi, en français, ça c'est simple. Mais quand je parle en anglais du past present, past continuous, past perfect continuous, je sais même pas ce que je dis maintenant parce que j'ai jamais vraiment étudié ça. Et oui, il faut que j'étudie. Je reconnais que j'ai besoin, si je vais continuer d'enseigner l'anglais, j'ai besoin d'avoir des bases, de bien connaître la grammaire. Même si je suis native, c'est important quand même de pouvoir expliquer ces choses, de savoir quels thèmes vont avec des autres thèmes. Comme pour le français, je sais que c'est bien de faire comme l'imparfait, après de faire le passé composé, après de comparer comment en art on peut créer une histoire avec les deux. Je sais comment structurer mieux qu'avec l'anglais. Avec l'anglais, je ne sais pas où commencer, je ne sais pas qui devrait suivre, je ne sais pas comment je devrais expliquer des choses parce que pour moi, c'est juste évident. Je ne peux pas comprendre quelles sont les choses difficiles, quelles sont les choses qu'il faut mentionner. Ouais. Alors, il y a des désavantages si on n'est pas formé pour vraiment enseigner cette langue. Alors, le prof qui est non natif, bien sûr, l'avantage, c'est le contraire de... ça va avec le désavantage des profs natifs. Ça veut dire, si je suis un prof non natif du français, moi, je suis déjà tombée dans les mêmes pièges. Alors, je peux expliquer à mes étudiants, ah, faites gaffe avec ça, attention avec ça, parce que je sais, j'ai l'expérience. Je peux expliquer, je peux montrer toutes les choses que moi, je sais déjà de mon expérience personnelle. Et aussi, on a une bonne connaissance de la grammaire si on a étudié, et surtout si on a étudié pour être prof. Bien sûr, on a, pas toujours, mais la plupart du temps, on fait une comparaison avec notre première langue et notre deuxième langue. Et maintenant, je me rends compte que je n'ai pas dit dans l'autre épisode en anglais que vraiment, il y a des profs natifs qui n'ont jamais étudié une autre langue. Et c'est un problème énorme. Si vous enseignez, par exemple, le français aux immigrants, mais vous n'avez jamais étudié une autre langue, vous n'avez pas de connaissance comment cette personne se sent. Alors, bref, je vais juste parler vite parce que je ne veux pas rester longtemps sur ce sujet, mais les désavantages pour les profs non natifs, c'est bien sûr l'accent. Et aussi, vous n'êtes pas toujours sûr si vous dites la bonne chose, comme ah, mais peut-être je devrais vérifier. Alors, il y a un peu d'incertitude. Et ça devient de moins en moins avec le temps et l'expérience, bien sûr. Donc, je trouve ça beaucoup plus en polonais que je trouve en français, par exemple, ou en espagnol. Mais la dernière chose, c'est la discrimination. C'est vraiment difficile des fois de trouver un emploi parce que si la compagnie cherche un natif, tu peux rien changer avec ta situation. Tu es non natif et c'est comme ça. Alors, ça peut être peut-être la plus grande chose, plus grand. Alors, je veux terminer cet épisode, ce premier épisode en français, mais je veux juste dire les choses les plus importantes sur ce sujet. Alors, première chose, c'est qu'il y a toujours un peu de politique qui joue quand on parle des langues, quand on parle des langues versus les dialectes ou des accents, des choses comme ça. On ne peut pas séparer les langues et les pays, les politiques, les gouvernements, des choses comme ça. Alors, par exemple, pendant la discussion, les personnes ont mentionné si on apprend une langue indigène, il y a tout un politique derrière ça, parce qu'il y a la préservation, il y a qui sont les profs. Les profs, c'est toujours des personnes natives, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas beaucoup de personnes non natives qui ont appris cette langue. De l'autre côté, il y a des langues internationales, comme l'anglais, le français, l'espagnol.
quant à ces langues, c'est très normal d'avoir les profs non natifs. Et donc, c'est une autre question de est-ce qu'il y a beaucoup de profs qui enseignent cette langue comme non natifs ou pas. Mais par exemple, les personnes ont mentionné le mandarin, ou moi j'enseigne le polonais. Je suis la seule personne que je connais qui enseigne le polonais, qui n'est pas natif, n'est-ce pas? Donc, il y a des langues, c'est beaucoup moins commun d'avoir une prof non natif. Et les personnes ont mentionné aussi les tonalités avec le mandarin, que c'est vraiment avantageux d'avoir un prof qui est natif. Mais il y a des personnes, quelqu'un a dit non, moi j'ai eu un prof qui n'était pas natif, mais qui maîtrisait très bien cette langue. Donc, il faut qu'on dise aussi que vraiment, la chose qui compte, c'est pas où est-ce que tu es né, quelle langue parlent tes parents, des choses comme ça. La chose la plus importante, numéro 1, est-ce que tu sais enseigner? Est-ce que tu es bon prof ou pas? Quelle est ta méthodologie? Comment tu enseignes? Qu'est-ce que tu fais pendant le cours? Ça, c'est beaucoup plus important que quelle est ta langue maternelle. Les personnes ont mentionné aussi que avec les polyglottes surtout, si vous avez des langues en commun, c'est beaucoup plus facile de parler, d'apprendre des choses. Par exemple, moi, avec ma prof d'Alija marocain, elle est de Biélorussie, mais elle habite en Espagne. Alors, elle parle une langue slave comme moi. Le polonais, c'est langue slave, comme le russe. Puis, on parle aussi toutes les deux espagnol. Donc, on peut comparer avec ces langues. Comme, ah, ça, c'est comme ça en espagnol. Ah, ok, maintenant, je comprends vite. Ou des fois, je lui demande, est-ce que c'est comme ça dans les langues slaves? Elle me dit, oui, c'est comme ça. Alors, on peut vraiment, ça nous facilite la tâche. Ça fait la chose beaucoup plus vite. Et on est sur la même page sur beaucoup de choses, puisqu'on a ces langues en commun. Ça dépend aussi comment la personne enseigne. Est-ce que tu as une bonne relation? Est-ce que tu aimes le style ou pas? Et oui, juste, est-ce que tu te sens inspiré par cette personne? Comme j'ai mentionné avec mes profs d'arabe, vraiment, je me sentais inspirée que, waouh, elle parle si bien, moi aussi, je voudrais parler comme ça un jour. Et ça m'a inspirée, donc je veux continuer. Si la personne, je ne vois que des natifs, je vais dire, waouh, peut-être c'est impossible, je vais jamais atteindre ce niveau. Mais quand je vois quelqu'un qui est non natif, qui fait, je peux dire, waouh, moi aussi je pourrais. Moi, je vais faire comme elle. Donc, ça me motive. Et il faut qu'on sache aussi, c'est quoi un bon prof? Parce que si je dis, est-ce que tu es un bon prof, ça veut dire quoi? N'est-ce pas? Alors, il y a toutes sortes de choses on peut dire sur ce sujet, mais je vais essayer d'être brève ici. Une personne, en fait une amie, qui s'appelle Heidi, qui a aussi son propre podcast, je vais mettre dans les commentaires, elle a mentionné qu'il y a des avantages, qu'en fait, elle fait exprès de travailler avec des natifs et des non-natifs. Parce que elle a trouvé avec ses profs natifs que tous les deux, ils parlent plus, ils se concentrent plus sur la compréhensibilité, juste la communication, alors qu'avec les profs non natifs, elle va parler plus de grammaire, des structures, des choses vraiment plus détaillées. Et donc, elle prend les choses qu'elle apprend avec le prof non natif, toute la grammaire, toutes les choses comme ça, et elle va appliquer, elle va utiliser quand elle parle en conversation avec un natif. Donc, c'est comme les deux côtés d'une même pièce de monnaie, c'est ce qu'on dit en anglais au moins, que c'est la même chose. Mais il y a deux côtés. Il y a des avantages pour les deux, et elle utilise les deux avantages pour faire un win-win. On dit en anglais, comme tout le monde gagne avec cette idée. Elle prend les meilleures choses des deux et elle utilise les deux. D'autres personnes ont mentionné que si on a un partenaire d'échange, on peut vraiment demander, moi je veux travailler sur ça, moi je veux pas que tu me corriges, ou oui je veux que tu corriges chaque petite chose. Donc c'est la même chose avec des cours privés ou des leçons, des tutorats. Mais ça coûte de l'argent. Donc, bien sûr, si tu es intéressé et tu peux trouver un partenaire d'échange, c'est super. Parce que, encore une fois, tout le monde gagne et c'est gratuit. Alors, il faut juste faire attention avec ça, mais c'est une bonne méthode aussi.
Et oui, il faut vraiment qu'on parle il faut pas oublier l'expérience. Les expériences comme prof, mais aussi comme apprenant de langue, la passion de la personne aussi. Est-ce que ça te motive ou pas? Je pense que ça, c'est vraiment la chose ce sont les choses les plus importantes et que on devrait oublier cette idée de oh natif ça veut dire mieux. Non, pas du tout, pas forcément. Et dans beaucoup de cas, non. Je dis pas non, parce que moi aussi je suis prof d'anglais, donc je vais pas dire que je suis une mauvaise prof. Mais ça dépend, n'est-ce pas? Et on peut pas juste assumer qu'une personne va être une bonne prof puisqu'ils parlent cette langue toute leur vie. Ça, c'est juste n'importe quoi. Et c'est une chose qu'il faut qu'on change. C'est pas moi qui va tout changer d'ici demain, mais je voudrais continuer cette discussion avec vous. Donc, si vous avez des commentaires, je vais créer un post sur mon Instagram qui est juste The Future is Bilingual. Pas d'espace, pas de point, rien. Je vais mettre dans les commentaires, dans les informations de l'épisode. Comme ça, vous pouvez trouver facilement. Vous pouvez aussi me trouver sur mon site web. Je vais mettre ça aussi là-bas. Et vous pouvez m'écrire un courriel. Il y a plusieurs façons pour me contacter, mais j'aimerais beaucoup. Je préfère Instagram, donc si vous voyez le post, vous pouvez mettre un commentaire et on peut continuer cette discussion parce que je pense que c'est un sujet qui mérite d'être discuté plus. C'est une chose qui est comme toujours présent, mais on n'en parle jamais. Alors ça, c'est un peu fascinant. On prend pour acquis, on ne parle pas de ça, mais vraiment, ça mérite le coup parce que on devrait changer cette idée que les natifs sont meilleurs. Et voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais dire à propos de ça. Et je vous remercie si vous êtes ici, si vous avez écouté jusqu'à la fin. Merci infiniment. Ça me réjouit le cœur d'enregistrer mon premier épisode en français. Et j'ai hâte vraiment d'écouter tous les commentaires, les bons, les mauvais, etc. parce que je voudrais améliorer et je voudrais, s'il y a de l'intérêt, continuer d'enregistrer des choses en français. Alors, merci infiniment pour votre attention et je vais vous trouver sur les réseaux, sur Instagram. Merci encore une fois. Ciao, ciao.